Il est exactement 11h36 et nous enchaînons tout de suite avec Soline qui retrouve un invité, Albéric de Gouville. Bonjour et bienvenue de retour sur Cité Radio aux Assises du journalisme. Je suis donc aujourd'hui avec Albéric de Gouville, secrétaire général de l'information à France 24 et président de la Maison du journalisme. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on va commencer par le commencement? Est-ce que vous expliquez ce qui vous a motivé à devenir journaliste? Oula, ça remonte à il y a très 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 longtemps. Je ne sais plus du tout. C'était dans les années 70. Donc qu'est-ce qui m'a motivé à devenir journaliste? Le fait je pensais pas que je ferais l'essentiel de ma carrière en radio d'abord à RFI et ensuite à France 24 en télévision. Mais c'était d'abord la lecture de la presse. Et pour tout vous dire, quand j'étais tout gamin à 10 ans, je lisais Salut les copains. Alors vous voyez, la lecture de la presse, ça commençait par là. Et du coup, vous êtes après engagé du côté de la radio et après de la télévision. Est-ce que peut-être c'est des médias qui vous ont attiré un peu dès le début ou Non, en fait, c'est l'international. C'est maintenant, je n'imaginerais pas travailler ailleurs que dans une chaîne internationale, RFI ou France 24. J'imaginerais absolument pas, quoi. C'est vraiment l'actualité internationale qui me passionne. Et d'ailleurs, en tant que président de la Maison des journalistes qui accueille des journalistes réfugiés, c'est toujours ce prisme international. Mais qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est tout simplement l'école de journalisme de Lille. Une spécialité radio et puis ensuite voilà et puis mais j'étais pas prédestiné à faire de la radio automatiquement. Et donc vous êtes attiré par l'international. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'international? Des rencontres? Je ne sais pas que je sois attiré, mais oui. C'est RFI, Radio France Internationale. On est diffusé en Afrique, et beaucoup en Afrique, mais dans le monde entier. France 24, même chose. Et là, donc, après avoir passé, par exemple, presque 30 ans à RFI, quand on m'a proposé de passer de devenir rédacteur en chef à France 24, alors que je l'étais déjà à RFI, du jour au lendemain, je passais de la radio à la télévision sans aucun problème. Et beaucoup m'ont dit, mais comment tu as fait? J'aurais été incapable de passer de RFI à Europe 1, France Inter, parce que c'est pas la même matière première. Là, je suis passé de l'un à l'autre très facilement, parce que la matière première est la même, c'est l'actualité internationale. Et donc ça, oui, maintenant, j'aurais du mal à revenir en arrière, à savoir parler sur une radio nationale alors bien sûr, RFI, France 24, on parle de l'actualité française aussi, l'actualité politique, l'actualité sportive, l'actualité culturelle, mais quand même, c'est essentiellement, on ne parle pas des faits divers ou des embouteillages ou de la météo qu'il y a en France. Et ça, voilà, j'ai aucune condescendance et aucun mépris. Je dis juste que je ne pourrai plus maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui est différent entre le traitement médiatique d'informations internationales et d'informations nationales? Il n'y a pas, c'est du journalisme, des faits, de l'info, etc. C'est juste, moi, mon intérêt. L'ADN de France 24, c'est l'actualité internationale. On va ouvrir tous les jours sur Gaza. Là, c'est tombé il y a quelques minutes, Julian Assange qui va pouvoir faire appel de son extradition. C'est tombé il y a vraiment quelques minutes. Bien sûr, la mort de Navalny. Enfin, toute l'actualité internationale. Nous, on parle essentiellement de ça. Des chaînes d'infos comme BFM ou même France Info, je ne parle pas d'une chaîne d'extrême droite comme CNews, mais des chaînes d'infos respectables vont parler effectivement, vont développer une actualité nationale toute la journée et quelquefois ne pas parler du tout d'international. Nous, c'est vraiment le cœur de l'info, c'est l'actualité internationale. Et c'est ce goût de l'international qui vous a mené vers la Maison des journalistes ? Alors oui, sans doute, parce que par exemple, en tant que président de la Maison des journalistes, à la Maison des journalistes, on a, alors je vous en dis quelques mots, c'est une maison unique au monde, qui est uniquement des subventions des médias, ou de certains, la mairie de Paris, ou le Quai d'Orsay, voilà, et c'est pour accueillir, on a 14 chambres, pour accueillir des journalistes réfugiés qui sont dans l'attente de leur statut de réfugié.
Et il y en a beaucoup d'ailleurs des journalistes. Alors la plupart de ces journalistes ont été torturés, ont été emprisonnés, tous ont été censurés et ont dû s'exiler. Certains arrivent à Paris, doivent tout recommencer à zéro. C'est pas toujours simple. Beaucoup ne continuent pas dans le journalisme, parce qu'il faut bien vivre et que tous les codes sont complètement différents, mais je suis très fier d'avoir réussi. Il y en a quelques-uns qui ont pu trouver, notamment sur la chaîne arabophone de France 24, puisque France 24, on est en français, en anglais, en arabe et en espagnol, sur la chaîne arabophone de France 24, trouver du travail. Donc voilà, oui, il y a un lien évident. D'ailleurs, France 24 est partenaire de la Maison des journalistes, tout comme les assises du journalisme ici à Tours. Et donc, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la Maison des journalismes et des médias comme France 24 ou RFI. Ouais. Donc, vous l'avez dit, la maison se trouve à Paris, c'est ça. Vous avez accueilli qui en ce moment ? Alors, on a toujours 14 nationalités. On a des Marocains, Tunisiens, Cubains, Syriens. Il y a un Syrien qui a trouvé un logement ailleurs et qui a son statut maintenant de réfugié, donc qui va venir ici. Et puis surtout aux assises à Tours, on a chaque année 2 journalistes qui viennent témoigner devant les lycéens et les collégiens, et c'est un moment toujours formidable parce qu'il y a une écoute, il n'y a pas une mouche qui vole dans la salle, leurs parcours sont souvent bouleversants, en tout cas passionnants, et là cette année il y en a 2 qui vont cet après-midi, ce mardi après-midi, et puis demain matin et jeudi matin intervenir. C'est un journaliste tunisien et également un journaliste haïtien. Je parlais de l'actualité internationale, c'est le chaos, c'est l'horreur en Haïti. Ces 2 journalistes vont intervenir. Et puis demain soir, il y a au bateau ivre à Tours, il y a le banquet journalisme et citoyenneté avec 50 journalistes et 50 citoyennes, citoyens qui vont débattre ensemble pendant toute la soirée, et tout ça c'est une participation symbolique, mais merci aux assises, vraiment, ce sera au profit de la Maison des journalistes. Donc on parle très souvent en ce moment dans les médias donc du conflit israélo-Hamas et le conflit également en Ukraine. Est-ce que vous accueillez des journalistes peut-être palestiniens ou ukrainiens ou même... Oui, tout à fait, à la Maison des journalistes, tout à fait. Alors, des journalistes ukrainiens, oui, on est très impliqués avec l'Ukraine, on a des actions, etc. Mais les journalistes ukrainiens, par définition, dans leur pays, ils veulent rester dans leur pays. Alors quelquefois, au début du conflit, il y en a quelques-uns qui ont quitté leur pays provisoirement pour se mettre au vert, mais ils ne demandent pas le statut de réfugié, donc par définition, ils ne sont pas accueillis à la Maison des journalistes. En revanche, on en a 2, des journalistes russes qui sont pour le coup censurés et menacés dans leur pays. Et on a une journaliste de France 24 qui était notre correspondante en Russie. Dès le déclenchement de la guerre, elle était totalement menacée, elle risquait de se retrouver en prison. Donc elle s'est exilée immédiatement. Elle, on ne l'accueille pas, elle a du travail à France 24, on ne l'accueille pas à la Maison des journalistes, d'autant plus qu'elle était franco-russe. Donc voilà. Mais oui, on a des journalistes russes qui sont accueillis. Les journalistes de Gaza, alors encore faudrait-il qu'ils puissent sortir de leur pays. Mais oui, c'est tout à fait possible s'ils arrivent à sortir de Gaza. Là, il en est question ici aux assises. C'est un conflit, mais incroyablement meurtrier pour les journalistes locaux, les journalistes de Gaza. S'ils arrivent à sortir de leur pays, on a par exemple un journaliste de France 24 qui était en vacances auprès de sa famille au moment du déclenchement de la guerre, le 7 octobre. Donc lui, déjà, il a mis 3 semaines à sortir. Ensuite, il a pu faire sortir une partie de sa famille. Bon, lui, il vit en France, il a du travail à France 24, mais il y en a d'autres. On a une correspondante de France 24 qui est à Gaza et qu'on essaie de faire sortir, parce que vraiment, elle est dans des conditions terribles. C'est notre correspondante pour la chaîne arabophone, mais on ne l'accueillera pas à la Maison des journalistes parce que si elle sort, c'est avec toute sa famille. Et la Maison des journalistes, c'est pour des journalistes, c'est des chambres individuelles, c'est pas pour une famille entière, éventuellement un couple si les 2 sont journalistes, mais pas plus. Donc, mais autrement, oui, par définition, on est amené à accueillir des journalistes de Gaza. Vous évoquiez le banquet dans le cadre des assises. Il y a également eu hier au CGR de Tours la diffusion du complément d'enquête sur la guerre de l'information entre Israël et le Hamas. Et notamment a été évoqué ce trou noir de l'information autour de Gaza.
Qu'est-ce que vous en pensez Eh ben, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, le débat hier était animé par qui a suivi la projection du documentaire de Complément d'enquête par Tarek Kaye, qui est grand reporter à France 24. Et ben, trou noir, ben, tout simplement, c'est qu'on n'a pas de journalistes sur place. Les quelques journalistes, ce sont des journalistes gazaouis qui arrivent, mais déjà pour communiquer, c'est très compliqué, qui arrivent à nous envoyer éventuellement une interview enregistrée à l'avance, mais les avoir en direct, c'est quasiment impossible. Et les journalistes ne peuvent pas aller sur place. Donc oui, c'est un véritable trou noir, oui. Et notamment, il y a eu donc beaucoup de journalistes qui peuvent quand même y accéder via l'armée israélienne, donc accompagnés forcément de l'armée israélienne. Est-ce que vous pensez que ça reste une bonne chose d'être toujours accompagné par l'armée, ou faut, même si effectivement c'est un terrain très très dangereux, de pouvoir quand même lâcher les journalistes qui puissent aller eux-mêmes à la rencontre C'est ce qu'on appelle être embedded. Être embedded, quel que soit le terrain de conflit, être avec l'armée, on ne fait pas son métier de la même façon. Alors oui, c'est toujours intéressant de pouvoir, effectivement, il n'y en a pas eu tant que ça, mais l'armée, au moment des tunnels notamment, des tunnels sous Gaza, quand ils disaient avoir démantelé des cellules du Hamas dans les tunnels, ils ont fait venir, l'armée israélienne a fait venir quelques journalistes, il y en a eu de France 24, en arabe, en anglais, en français, qui ont pu suivre. Mais c'est des visites guidées, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas vraiment à 100% leur métier, mais c'est une partie de leur métier, donc c'est toujours bien d'y aller, pourquoi pas. Mais c'est une partie de la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité de ce qui se passe à Gaza. Donc nous sommes en train d'évoquer donc, les deux grands conflits, on va dire, qui occupent le terrain médiatique en ce moment. Mais vous parliez tout à l'heure donc de Haïti, vous dites également que vous avez des membres dans la maison qui sont tunisiens. Est-ce que peut-être c'est aussi le rôle, par exemple, de France 24, de mettre en avant plus ces conflits finalement moins médiatisés aujourd'hui dans on va dire les grandes chaînes nationales? Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison, c'est exactement ça. Alors la Tunisie, c'est pas un conflit, oui. C'est une restriction très sévère de la liberté d'information. Il y a une dérive vraiment d'un pouvoir de plus en plus fort et une véritable dérive, je dirais presque dictatoriale. Les assises du journalisme se sont tenues 2 années à Tunis. Là, pour l'instant, c'est repoussé parce que les conditions sont pas maximales pour attirer des débats sur la liberté de la presse en Tunisie. Donc la Tunisie, ça c'est sûr que France 24, nous on en parle tous les jours, notamment sur la chaîne arabophone, on a des correspondants sur place, voilà. Haïti, c'est différent, là c'est un vrai conflit, ça tourne à la guerre civile avec les gangs, les bandes armées, et là impossible d'y mettre les pieds. Toutes les chaînes internationales et pas uniquement les chaînes nationales font quelque chose aussi. Par exemple, il y a eu un reportage il y a quelques semaines de Marc de Chalvron de France 2 qui a pu aller en Haïti. Son reportage était édifiant, mais c'est des conditions de sécurité qui sont extrêmement dangereuses. Nous, on n'y met pas les pieds, mais la plupart des chaînes, maintenant, on voit des journalistes à la frontière c'est la même île, la République dominicaine, mais on peut pas y rentrer. Mais Haïti, par exemple, le journaliste qui va témoigner cet après-midi et puis demain et après-demain, c'est Rodley Saint-Inet, qui est l'ancien correspondant de l'émission Couleurs tropicales sur RFI, qui est déjà depuis plusieurs mois réfugié en France, accueilli à la maison des journalistes, et lui, sa vie était en danger. Et un des présentateurs, alors ça date d'il y a 20 ans maintenant, un des présentateurs vedettes de France 24, Philomé Robert est lui aussi d'origine haïtienne. Il a été obligé de fuir en catastrophe, et la présidente de la maison des journalistes qui va venir aujourd'hui, Darline Cottière, est elle aussi d'origine haïtienne, et elle aussi a été obligée de fuir son pays. Donc France 24 traite donc de l'information internationale, c'est vaste, l'information internationale. Comment est-ce qu'on choisit quel sujet on traite ? Il y en a qui s'imposent. 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas, voilà, on n'a pas le choix, c'est ça qui fait la une. On a des conférences de rédaction tous les matins, des conférences de prévision. Bon, alors il y a des choses qui s'imposent. Le 7 octobre, alors là dans le prévisionnel, les élections aux États-Unis, l'élection présidentielle aux États-Unis, bientôt dans le prévisionnel, les élections européennes. Bon, l'élection présidentielle en France en 2022. Évidemment, il y a des choses qui s'imposent, et puis il y a des choses, chaque jour,
on navigue. Hier, c'était l'élection de Ousmane, non pas d'Ousmane Sonko, mais du Faye, le nouveau président au Sénégal. Nous, pour le bassin d'audience de France 24, c'était le gros titre toute la journée d'hier. C'était un processus démocratique qui a été respecté, c'est une très bonne surprise au Sénégal. Et puis, grosse surprise, c'est l'opposant qui 10 jours auparavant était encore en prison, qui a été élu. Ça s'impose pour nous. Il n'y a même pas... alors, bien sûr, dans la hiérarchie, d'une heure à l'autre, on va choisir tel ou tel sujet. Mais il y a des sujets qui s'imposent. Et ça peut être la victoire de la France en Coupe du Monde de football 2018. Et évidemment, c'était la une de... Les sujets qui s'imposent ne sont pas uniquement des conflits et des guerres ou des élections dans le prévisionnel. Donc il y a vraiment une différence entre France 24 et on peut prendre par exemple France 2 ou France 3 qui sont des médias nationaux dans le choix des sujets puisque le public n'étant pas le même. Bien sûr, nous, on regarde le journal de France 2 de 20h. Bon, premièrement, il y en a beaucoup moins. Il y a le 13h, 20h, voilà. Nous, on a des journaux toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures et des tranches d'infos en direct toute la journée. Voilà, donc, mais effectivement, on a vraiment une domination, enfin on choisit essentiellement des sujets internationaux, ce qui ne veut pas dire que France 2, France Info n'en font pas. France 2, je vous citais Marc de Chalvron sur Haïti, ils font des très bons sujets quelquefois à l'international, mais ça ne va pas faire la une de leur journal. Sauf exception. Le 7 octobre, ça fait la une de France 24, mais ça fait la une aussi de France 2, et j'imagine de toutes les chaînes d'infos. Le 7 octobre, c'est incontournable pour tout le monde. Mais ensuite, au quotidien, les bombardements et la situation de pré-famine ou voire même de famine à Gaza, la situation humanitaire désastreuse à Gaza, les autres vont en parler un petit peu, mais nous, on en parle au quotidien. Voilà. Est-ce que France 24, c'est une chaîne d'information en continu? Comme vous l'expliquez, vous avez des journaux toutes les 30 minutes. Moi, j'aimerais revenir avec le lien avec les assises du journalisme. Le thème, c'est le journalisme, c'est du sport. Est-ce que être une chaîne d'information en continu, c'est pas du sport aussi? Oui, alors déjà le sport on le traite beaucoup parce que il faut savoir quand même, juste sur France 24 et RFI, il y a une émission quotidienne qui s'appelle Radio Foot International qui est consacrée au football. Les plus fortes audiences qu'on peut faire l'année 2024, c'est la CAN avec la victoire de la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Plus forte audience de l'année, et ça bat tout le reste. Ça écrase à plate couture tout le reste. Donc on ne parle pas uniquement des conflits, etc. Le sport, c'est, et le football notamment, c'est vraiment là où on marche le mieux. Et 3 semaines après la victoire de la Côte d'Ivoire, sur les reportages repris sur les réseaux sociaux de France 24, ce qui marchait le mieux, c'était toujours la Côte d'Ivoire. Donc est-ce que c'est du sport? Oui, c'est du sport, parce que alimenter 24 heures sur 24 des journaux en permanence, des tranches d'infos dans 3 langues. Moi, je suis secrétaire général, je dois faire les plannings de 700 personnes, vous voyez, enfin avec tout mon service, pas moi tout seul, et puis suivre l'actualité, et puis tout ça. Bon, bien sûr, c'est du sport au quotidien, mais je pense que ça l'est pour toutes les chaînes d'infos en continu. Et parce que c'est les mêmes programmes qui sont juste traduits dans différentes langues, ou alors chaque... Traduit ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des journaux en direct, en français, en anglais, en arabe. En français, on va privilégier l'élection présidentielle au Sénégal. En arabe, ça va être Gaza. Et puis, mais bon, il y a pas de, c'est pas traduit, c'est des journaux. Mais il peut y avoir des sujets différents selon la version de France 24. Mais par exemple, un reportage qui va être fait par, disons, le correspondant arabophone en Israël ou en Cisjordanie, si on n'a pas de français ou de francophone ou d'anglophone sur place, on va le traduire. Et vice-versa. On peut traduire, mais en général, quand on envoie une équipe de tournage quelque part, on a des correspondants dans les 3 langues partout, et quand on envoie une équipe de reportage, l'équipe de reportage, c'est toujours... on dit franco-anglo-arabo. Un franco, un anglo, un arabo, ils sont toujours à 3 pour partir en reportage. Voilà. Donc un travail d'équipe. Toujours un travail d'équipe. Et dans la rédaction, les 3 langues sont complètement mélangées. La 4e, l'espagnol, ils sont à Bogota en Colombie. Mais à Paris, les 3 langues, français, anglais, arabe, sont toujours mélangées dans la rédaction à tous les niveaux.
Ce qui est souvent reproché aux chaînes d'information en continu, c'est la fatigue informationnelle, justement, de recevoir tout le temps des informations pas souvent positives, généralement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fatigue ? C'est vrai qu'il faut savoir, il y a des moments, il n'y a pas le choix. Je vous parlais du 7 octobre, il n'y a pas le choix, il faut absolument... voilà, c'est ça le cœur de l'actualité. Mais il faut savoir aussi, même une chaîne d'infos internationale avec des drames partout dans le monde, il faut savoir respirer, donc avoir des magazines culturels, des émissions culturelles. Bon, je vous parlais du sport, mais il n'y a pas que le sport, et des émissions plus légères. On a toute une série d'émissions, effectivement, ou même dans les journaux, avoir, je ne sais pas, ce week-end, par exemple, il y avait les courses des garçons de café, des garçons, et aussi des serveuses. Je crois que c'était pour la première fois, des serveurs et des serveuses dans Paris. Ça, c'est une image à la fin du journal pour avoir des respirations et effectivement éviter cette fatigue informationnelle. Est-ce qu'il y a une mise en avant peut-être quand même de certaines informations positives pour contrebalancer Oui, mise en avant, une fois encore, ça dépend de l'actualité, mais si l'actualité est pas trop chargée avec quelque chose qui écrase tout le reste, on essaie vraiment de souffler un petit peu, d'alléger avec des infos qui soient plus légères. Ouais. C'est une belle note positive pour conclure également. Est-ce que peut-être vous avez des projets futurs, que ce soit avec France 24 ou la Maison des journalistes, dont vous voulez nous faire part ? Alors, le France 24, on est en pleine réforme. On vient de lancer le 4 mars dernier une immense réforme de toutes nos grilles, de réforme de la planification, etc. Ça fait 3 semaines. Donc ça, c'est le gros projet qui n'est pas futur, qui est le gros projet sur lequel on travaille depuis 2 ans, qui est maintenant... en cours, il y a encore des petites finitions, il y a des choses qui sont pas parfaites. Et puis pour la Maison des journalistes, le projet ce serait qu'elle disparaisse et qu'il n'y ait plus de journalistes réfugiés. Mais malheureusement, on en est loin. Donc le projet, c'est de trouver de l'argent. Et il y a des appels aux dons. On est en plein dans une campagne d'appels aux dons parce que vraiment, on est en difficulté financière et avoir de l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est le nerf de la paix aussi pour les journalistes réfugiés. Donc un dernier message. Envoyez vos dons à la Maison des journalistes, que peut-être vous avez seulement un contact par lequel on peut... Sur le site, vous tapez vous tapez juste maisondesjournalistes.org, je crois, mais Maison des journalistes. Et vous trouverez sur le site, dans la campagne d'appel aux dons, aucun problème. C'est la fin de cette interview. Merci de l'avoir suivi et merci à Albéric de Gouville de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.